Imagine un peu ruiner une carrière entière, genre perdre une nomination super prestigieuse au Sénat américain, Ouais, et ça, juste parce qu'on a fait deux pauvres fautes d'orthographe dans une lettre de candidature. deux petites fautes. C'est fou quand on y pense. Bah oui, ça semble complètement dingue aujourd'hui, mais en fait, pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir qu'en 1907, c'était une réalité d'une brutalité absolue. Ah oui, le droit à l'erreur n'existait pas du tout. Exactement, une virgule mal placée, une lettre un peu tremblotante, et paf, c'était fini. Ta réputation était détruite. Et le pire, c'est que ce n'était même pas un cas isolé, hein. À cette époque, la moindre trace écrite était vraiment scrutée à la loupe. C'est clair. Parce que c'était souvent le seul moyen d'évaluer la fiabilité de quelqu'un, en fait. C'est justement ce niveau d'exigence implacable qui nous réunit aujourd'hui pour notre plongée dans les sources. Tout à fait. Je suis ravi de faire cette analyse avec toi, Moi aussi, je suis ravie. On va faire une exploration approfondie d'un document qui est vraiment fascinant. C'est un manuel de 1907. qui s'intitule The Business Guide ou Safe Methods of Business, c'est bien ça? C'est ça, révisé par un certain H. Goodrich. Et notre mission pour notre auditoire aujourd'hui, c'est vraiment de s'immerger dans ce monde professionnel du début du XXe siècle. Pour décrypter ce qui définissait vraiment le succès à l'époque, quoi. Exactement. On va examiner les compétences techniques qu'on exigeait et surtout, on va en tirer des leçons intemporelles et parfois même carrément hilarantes. Parce que ce livre, ce n'était pas juste une petite lecture de chevet pour se détendre. Non, c'était un vrai manuel de survie. Voilà, c'est ça. Les jeunes qui quittaient leur campagne pour chercher fortune dans les grandes villes l'avaient dans leur mal. Ça codifiait toutes les règles non écrites. Bon, décortiquons tout ça. Avant même de parler de compétences techniques ou de comptabilité, ce manuel impose un état d'esprit qui, franchement, ferait transpirer n'importe quel manager moderne. Ah bah là, l'attitude écrase complètement l'aptitude. Mais totalement. Le texte détruit littéralement l'idée romantique du génie inné. Il y a un passage qui dit que se croire intelligent ou smart, comme ils disent, c'est l'illusion la plus dangereuse possible. Ouais, le talent naturel est presque vu comme un piège. C'est ça. Le succès est décrit comme une formule hyper stricte. Il faut des connaissances pratiques, une intégrité absolue, une économie stricte et ce qu'ils appellent de everlasting push. La poussée éternelle. Voilà. Un effort qui ne s'arrête, mais littéralement jamais. En fait, c'est l'ancêtre direct de la hustle culture qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais, cette espèce d'injonction à la productivité acharnée. Exactement, mais avec une énorme différence. Il y avait une obligation de modestie totale. On ne cherchait pas du tout à briller, on cherchait à bâtir du solide. Ce qui est fascinant ici, c'est la méfiance structurelle envers l'intellect pur, tu vois, s'il est déconnecté de l'action. Oui, c'est très concret. L'éducation académique en prend d'ailleurs pour son grade. Le texte cite Horace Greeley, une grande figure médiatique de l'époque. Ah oui, la fameuse citation sur les diplômés. Exactement. Il affirmait connaître personnellement 3000 diplômés d'université rien qu'à New York, qui étaient incapables de gagner leur vie. 3000 diplômés réduits à la misère, c'est une attaque frontale contre le système éducatif. Mais motivés par une réalité très crue. À l'université, on enseignait le latin, la Ouais, ils philosophie, savaient pas lire un registre comptable, quoi. ou évaluer le prix d'une cargaison de coton sur un port. Sans éducation commerciale, le diplôme abstrait ne valait rien. C'est là que le commerce commence à exiger d'être reconnu comme une profession noble. Au même titre que la médecine ou le droit. C'est ça. Le livre cite John Wanamaker et Chauncey M. Depew qui disent qu'il faut étudier le commerce avec la même rigueur qu'un chirurgien étudie le corps humain. C'est fort comme image. Et pour prouver que la théorie ne vaut rien sans cette fameuse poussée éternelle, le livre nous sort des exemples d'enfants hyper pauvres devenus des titans de l'industrie. Les fameux self-made men américains. Voilà un Cornelius Vanderbilt ou Marshall Field qui a commencé en balayant un magasin de campagne pour finir avec un empire de 40 millions de dollars par an. Ah oui, quand même, hein. Mais la meilleure anecdote, c'est celle de George Peabody. Ah oui, raconte. Alors, il a 12 ans, on est en plein hiver dans le Vermont, et il n'a pas de quoi payer son auberge. L'angoisse totale. Et au lieu de mendier, il décide de scier du bois pendant des heures pour payer sa nuit et son petit déjeuner. Incroyable. Et 50 ans plus tard, le livre adore souligner que ce même garçon repasse devant la même auberge, mais en tant que banquier multimillionnaire. La sueur comme seul capital de départ, en gros. Exactement. Mais tu sais, ça nous confronte à un paradoxe énorme dans ce manuel. Lequel? Eh bien, si l'effort garantit à ce point la réussite, comment ils expliquent la statistique terrifiante qu'ils donnent eux-mêmes? Celle sur les échecs? Oui, à savoir que 9 personnes sur 10 échouent en affaires. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que logiquement, avec un taux d'échec de 90%, on devrait se dire que le système est cassé, non? Bah oui, ou que la conjoncture économique joue un rôle. Pas du tout.
Le manuel refuse catégoriquement de blâmer l'hérédité, l'environnement social ou même la malchance. C'est radical. Mais franchement, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu les conditions de l'époque, c'est hyper naïf, non? Voire même cruel. Ah, c'est brut selon nos standards, c'est certain. Ouais. Dire à des travailleurs sans salaire minimum ni sécurité sociale que les circonstances n'ont aucune incidence, c'est dur. Cela soulève une question importante sur les mécanismes psychologiques du début du XXe siècle. Comment ça? Accuser les circonstances, pour eux, c'était se délester de son libre arbitre. S'ils acceptaient que l'environnement dicte l'échec, c'était nier la capacité d'action de l'être humain. Ah, je vois. C'est pour ça qu'il donne des exemples aussi extrêmes. Exactement. Il parle de Robert Bruce, le roi écossais. Celui avec l'araignée? C'est ça. Désespéré, il voit une araignée tomber, retisser sa toile encore et ça lui donne la force de reprendre le combat. Et ce n'est pas que des vieilles légendes, ils prennent aussi des vraies personnes, comme Fredless Douglass. Oui, né dans l'esclavage, privé de tout, qui s'élève par sa seule volonté pour devenir un grand leader intellectuel. Et il mentionne aussi Africanus, Ah oui, cette histoire est folle. un chef de tribu décrit comme cannibale qui, après une révélation, apprend l'agriculture, la lecture et guide son peuple vers la liberté. En fait, l'usage de ces trajectoires est hyper agressif. Très agressif, oui. Genre, si un homme né esclave peut changer le monde, la faillite de ta petite quincaillerie dans l'Ohio, c'est juste ta faute. C'est le triomphe de la responsabilité individuelle poussée à l'extrême. Il n'y a aucune place pour l'interprétation. Et quand il liste les vraies causes de l'échec, c'est très moralisateur. Le président Bartlett d'un grand collège dit que c'est uniquement un manque de principe. Le président Eliot de Harvard dit carrément que c'est de la stupidité et de la paresse. Sympa. Et Marshall Field pointe du doigt un truc précis, la hâte de s'enrichir et la spéculation, le désir de brûler les étapes. À un seul mot sur l'inflation ou les chaînes d'approvisionnement défaillantes, tout repose sur tes épaules. Et pour bien asseoir l'idée, il y a cette fable sarcastique avec le poulet. Ah, le fameux poulet. Un poulet essaye de nager avec des canards. Il coule, il galère, et il commence à hurler à l'injustice, genre « le monde est cruel et mal conçu ». Et les canards le regardent complètement choqués et lui répondent quoi? Que le monde va très bien, c'est juste que le poulet a refusé de rester dans son élément, c'est-à-dire la terre ferme. Derrière l'humour, c'est une métaphore impitoyable de l'inadéquation professionnelle. Si ton entreprise coule, ce n'est pas le marché. C'est toi qui n'as pas les compétences ou qui n'es pas à ta place. Tout à fait. Ce qui nous amène logiquement aux outils concrets. Puisque tu es le seul responsable de ton échec, la pression pour maîtriser les outils du quotidien était phénoménale. Tu ne pouvais clément blâmer un mauvais stylo pour la perte d'un contrat, ça c'est sûr. Non, voilà. En 1907, le logiciel le plus critique d'un pro, c'était pas un outil de gestion client, c'était son poignet, son encre et sa grammaire. La fameuse calligraphie. Érigée au rang de reine des arts, le livre cite l'historien Niebuhr qui décrète qu'une écriture brouillonne, c'est, je cite, « une indolence honteuse ». Faut bien comprendre le mécanisme de confiance commerciale de la période. Sans vérification numérique, l'écriture manuscrite, c'était le premier filtre de fiabilité. La vitrine de la personne. Exactement. Une écriture raturée ou illisible, ça indiquait un esprit chaotique ou un gros manque de discipline. Et l'orthographe, n'en parlons pas. C'est là qu'on retrouve notre sénateur Gordon du tout début. Ah oui, celui qui a refusé un candidat au poste de marshal. Uniquement pour 2 fautes. Faisons une analogie. Aujourd'hui, une faute de frappe dans un email, bon, ça passe. C'est vite pardonné, ouais. Mais à l'époque, envoyer un document mal calligraphié, c'était l'équivalent de quoi? D'envoyer un email avec un virus ou d'avoir un site web plein de liens brisés aujourd'hui. C'est une super analogie. Ça criait au manque de professionnalisme. Ça détruisait instantanément la crédibilité. Le recruteur mettait directement la requête à la poubelle. Parce que ce n'était pas juste une question d'image. La lisibilité et la ponctuation, c'était une question de sécurité contractuelle. Absolument. La ponctuation. L'anecdote sur le capitaine John Smith est magique pour illustrer ça. Ah, vas-y, raconte-la. Il part pour un long voyage en mer, il laisse un petit mot destiné au pasteur, il écrit qu'il est parti en mer, donc to sea, S-E-A en anglais, D'accord. et qu'il demande des prières. Mais à cause d'une virgule ignorée à la lecture, toute l'Église comprend qu'il est parti voir sa femme, to sea, S-E-E. Oh là là. Et qu'il demande désespérément à la congrégation de prier pour lui juste parce qu'il va voir sa femme, to see. C'est hilarant. Mais
Imagine transposer cette erreur de ponctuation sur une facture de plusieurs tonnes de charbon. Ah oui, une virgule décalée et tu changes des centaines de dollars en dizaines de dollars. C'est pour ça que la sténographie a pris une ampleur folle, le fameux shorthand. Une sorte de code secret avec des symboles pour écrire super vite. Avec le train et le télégraphe, le rythme des transactions s'accélérait. Transcrire la parole en temps réel, c'était la compétence d'avant-garde. Charles Reed est même cité dans le manuel, affirmant que c'était une meilleure garantie contre la pauvreté que de faire de grandes études de grec ancien. C'était le moyen le plus sûr de se rendre indispensable. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Une fois qu'un professionnel domine sa plume et la ponctuation, il faut l'utiliser. Et c'est là qu'on aborde le cœur du réacteur, les correspondances et les fameux billets à ordre. Les promissory notes. Les règles sont d'une rigidité étouffante. La lettre, c'est la photographie mentale de l'expéditeur. Et les conséquences d'une erreur étaient chiffrées. Oui, le livre dit que 30 000 lettres atterrissaient chaque jour au bureau des rebuts, le tristement célèbre Dead Letter Office. 30 000 par jour, juste parce qu'elles étaient mal adressées. C'est colossal. Et ce n'était pas que des mots doux égarés, hein. C'était quoi alors? C'était des factures impayées, des wagons de marchandises périssables qui pourrissaient sur les quais parce que les instructions n'arrivaient jamais. Une paralysie logistique directe. Et parfois des situations dignes d'une comédie de absurde. Ah, l'histoire des singes! Mais oui. Un homme d'affaires new-yorkais commande 2 singes, mais au lieu d'épeler le chiffre 2 TWO, il écrit tout TOO. L'erreur fatale. Et comme son T est mal croisé, l'agent en Afrique lit le chiffre 100 100. Oh, la panique. Grave. L'agent embarque 25 singes vivants sur un bateau pour New York avec une lettre d'excuse désespérée expliquant qu'il n'a pas pu attraper les 75 autres. Une ménagerie entière traversant l'Atlantique à cause d'un O en trop et d'une barre de thé manquante. C'est fou le chaos qu'une erreur typo pouvait engendrer. Surtout quand la clarification prenait des semaines par bateau. Mais si les lettres toléraient ce genre de malentendus simiesques, les documents financiers, eux, ne toléraient aucune blague. Ah non, le manuel livre 50 faits vitaux, rien que pour la gestion des billets à ordre. Une complexité folle. La distinction entre billets négociables et non négociables. Les lois disant que si c'est signé un dimanche ou sous l'emprise de l'alcool, le tribunal annule tout. Et surtout, les fameux jours de grâce. Oui, ça c'est intriguant. Dans certains États, la loi accordait 3 jours supplémentaires pour honorer un paiement après la date inscrite. Pourquoi créer un tel labyrinthe juridique ? Si nous relions cela à une vision plus large, on découvre l'ingénierie financière de l'époque. Ces billets, ce n'étaient pas juste des promesses, c'était de la monnaie circulante. D'accord. En gros, c'était la blockchain de 1907. La blockchain. Ah, j'adore l'analogie. Le système bancaire était super fragmenté. Comment un grossiste à Chicago pouvait faire confiance à un détaillant au Texas sans ordinateur ? Tout reposait sur le papier physique. Et sur les protocoles qui l'encadraient. Les jours de grâce, ce n'était pas de la politesse. L'argent voyageait par train. Et s'il y a une tempête de neige ? Voilà. Si les rails sont bloqués 48 heures, l'argent n'arrive pas. Sans ces jours de grâce agissant comme amortisseurs, une simple tempête déclenchait des faillites en chaîne. C'est hyper malin. Et l'annulation pour ivresse ou le dimanche ? Un mécanisme de protection contre la fraude garantissant que tout était fait dans un cadre strictement pro. La blockchain 1907. Vraiment. Un grand livre de comptes décentralisé basé sur l'encre, l'honneur et le système postal. L'intégrité du document physique garantissait littéralement la survie de l'économie. En faisant la synthèse de toutes ces sources, on voit bien l'architecture de leur pensée. L'obsession pour une éthique de travail sans faille, la responsabilisation totale de l'individu. Et l'importance vitale de la précision technique pour maintenir ce réseau fragile. Bien sûr, nos outils sont méconnaissables aujourd'hui. On est passé des encriers à l'intelligence artificielle et aux contrats exécutés en millisecondes. L'interface a muté, mais la substance reste la même en fait. C'est clair. Les raisons d'un échec identifié en 1907, manque de principe, spéculation, négligence, ce sont exactement les mêmes failles qui font s'effondrer les startups technologiques aujourd'hui. La technologie pardonne les fautes de frappe, mais elle ne pardonne pas les fautes de caractère. Absolument. Ce qui amène une réflexion finale fascinante pour clôturer cette exploration. La grande différence aujourd'hui, c'est la tangibilité du travail. Oui, tout est dématérialisé. Nos emails, nos validations sur smartphone, tout ça se volatilise. C'est souvent supprimé en un clic lors d'un nettoyage de serveur. C'est très éphémère. En 1907, cette éthique se cristallisait dans des artefacts physiques. Une belle lettre ou un billet à ordre, c'était des objets palpables qui incarnaient l'honneur de la personne. La fameuse photographie mentale. Exactement. Alors,
Petite pensée provocatrice à méditer pour ceux qui nous écoutent. Dans un siècle, quand les futurs historiens tenteront d'analyser l'éthique de travail de notre génération, quels artefacts tangibles pourront-ils physiquement déterrer maintenant que nos photographies mentales ne sont plus que des données invisibles? C'est une excellente question sur laquelle s'arrêter. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi. Le plaisir était pour moi.